On parle souvent d'eau pure, n'est-ce pas? Mais cette bouteille d'eau minérale qu'on achète là, est-ce qu'elle est vraiment pure? Enfin, je veux dire au sens scientifique. Et puis, il y a cette histoire d'Arthur, vous savez, qui reçoit un poisson. Comment il peut savoir, lui, si l'eau du sac est douce ou salée, sans devoir la goûter, bien sûr? Ces questions, bon, elles paraissent simples, mais en fait, elles nous amènent direct au cœur d'un sujet clé, la différence entre les corps purs et les mélanges. Aujourd'hui, justement, on va explorer ça en détail. On s'appuie pour ça sur un module scientifique très bien fait, qui décortique ces notions. Corps pur, mélange homogène, hétérogène. Notre objectif, c'est de clarifier tout ça, d'apprendre à reconnaître les mélanges qu'on rencontre tous les jours, parfois sans même y faire attention. Et surtout, comprendre pourquoi c'est important de faire la différence. Bon, allez, on y va, décomposons tout ça. Pour bien démarrer, les bases. Un corps pur, qu'est-ce que c'est? Ben, un corps pur, c'est une substance qui est faite d'une seule sorte de molécules, toutes identiques. Ah oui, Pensez à l'eau déminéralisée, par exemple, celle pour le fer à repasser justement, ou le dioxygène pur qu'on utilise en médecine. Que des molécules H2O ou que des molécules O2. Simple. unique. Ouais. Exactement. Et à l'inverse, dès que vous avez une substance qui contient plusieurs types de molécules différentes mélangées, eh bien là, on parle d'un mélange. D'accord. Et ça, c'est la grande majorité de ce qui nous entoure, en fait. L'air qu'on respire, Ah oui, l'air. C'est un mélange. bien sûr. Azote, oxygène, argon, CO2, vapeur d'eau. C'est un mélange gazeux. Comme le jus d'orange, le lait, l'acier même. L'acier, ah oui, fer et carbone. Principalement, ouais. Même notre sang est un mélange complexe. Donc, si je suis la logique, un mélange, c'est forcément fait d'au moins deux corps purs différents. C'est ça, là. C'est tout à fait ça. La combinaison d'au moins deux corps purs donne un mélange. C'est vraiment la base. Bon. Alors, revenons à notre bouteille d'eau minérale. L'étiquette dit pur, mais la science, Ah, la science. elle est un peu plus pointilleuse. Le module propose une petite expérience simple, je crois. Prendre un peu de cette eau Oui. et la chauffer doucement, très doucement, dans une coupelle par exemple, jusqu'à ce que toute l'eau s'évapore. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un léger résidu, une sorte de poudre fine, un peu blanchâtre, au fond de la coupelle. Une poudre, mais l'eau est partie. L'eau, oui, mais pas ce qu'elle contenait. Ce dépôt, ce sont les fameux sels minéraux. Ah, le calcium, le magnésium, tout ça. Exactement. Ces sels étaient dissous dans l'eau, c'est-à-dire dispersés si finement qu'ils étaient invisibles à l'œil nu. Mais ils sont bien là. Donc l'eau minérale, scientifiquement, c'est pas un corps pur. Non, c'est un mélange. Un mélange où l'eau est le solvant, la substance qui dissout, et les sels minéraux sont les solutés, les substances dissoutes. D'accord. Et l'eau déminéralisée alors? C'est elle le corps pur? Elle s'en rapproche beaucoup plus, oui. On lui a enlevé la quasi-totalité de ces minéraux dissous par différents procédés, donc elle est constituée presque uniquement de molécules d'eau, H2O. C'est ça, un corps pur, ou presque. C'est clair. Et on parle aussi de mélange aqueux, c'est ça? Juste pour dire que l'eau est le composant principal. Tout à fait, c'est un terme très pratique. L'eau minérale, l'eau sucrée, le thé, le café, ce sont tous des mélanges aqueux. L'eau y joue le rôle de solvant. Parfait. Bon, maintenant qu'on a cette base pure d'un côté, mélange de l'autre, allons un peu plus loin. Parce que tous les mélanges ne se ressemblent pas visuellement parlant. Ah non, effectivement. Si on prend, je sais pas moi, une pizza, on voit bien la pâte, la tomate, le fromage, les olives. Oui, on distingue les ingrédients. Pareil pour une barre de céréales, les flocons, les fruits secs, c'est évident. Mais si je prends un verre de sirop de menthe bien mélangé, ou de l'eau très salée et limpide, Là, tout semble uniforme, on ne voit qu'une seule chose, un liquide vert ou un liquide transparent. exactement, impossible de distinguer l'eau du sirop ou l'eau du sel à l'œil. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette différence d'apparence. Tout à fait, et c'est la différence clé entre un mélange hétérogène et un mélange homogène. Hétérogène, homogène, ok, Hétérogène, ça veut dire qu'on peut distinguer à l'œil nu ou parfois au microscope au moins deux de ces composants. Ils ne sont pas répartis uniformément. La pizza, la barre de céréales, mais aussi l'eau boudeuse ou même le lait si on regarde de très près. le lait, hétérogène. Au microscope, oui. On voit des petits globules de graisse qui flottent dans la partie aqueuse, donc hétérogène. D'accord. Et homogène alors? Homogène, ça veut dire de même nature partout. Le mélange a un aspect uniforme. On ne peut pas distinguer les constituants, même en regardant de près.
l'eau salée claire, l'eau sucrée, le sirop dilué, l'air propre, le vinaigre, l'acier, tout ça c'est homogène. Le module propose une autre expérience pour ça, avec du sel et du sable. Oui, très parlante. On met du sel dans l'eau, on agite, hop, il disparaît. Il se dissout. Le mélange est transparent, homogène. C'est ça. On fait pareil avec du sable. On agite, rien à faire. Le sable reste visible. Il tombe même au fond si on arrête. Là, c'est clairement hétérogène. Ces expériences toutes simples nous permettent d'introduire du vocabulaire un peu plus précis, qui est essentiel. Ah oui, Quand un solide, comme le sel ou le sucre, se disperse de façon invisible dans un liquide comme l'eau, on dit qu'il est soluble dans ce liquide. soluble. D'accord. Comme le sel dans l'eau. Et le processus, l'action de disperser, ça s'appelle la dissolution. Dissolution. Et à l'inverse, si le solide ne se disperse pas comme le sable, on dit qu'il est insoluble dans ce liquide. Donc le sable est insoluble dans l'eau. Compris. Maintenant, dans une dissolution, le liquide qui dissout, comme l'eau ici, c'est le solvant. Solvant. Et la substance qui est dissoute, le sel ou le sucre, c'est le soluté. Soluté. D'accord. Solvant, soluté. Et le mélange homogène qu'on obtient à la fin, il a un nom spécial. C'est une solution. Une solution. Ah oui, je me souviens de la formule. Solution égale soluté plus solvant. C'est exactement ça. L'eau salée, c'est une solution aqueuse de chlorure de sodium. L'eau sucrée, une solution aqueuse de saccharose. L'air, on peut dire que c'est une solution gazeuse. L'acier, une solution solide. D'accord. Et quand ça ne se dissout pas, comme le sable ou la farine dans l'eau froide, ça fait des grumeaux, c'est hétérogène. Mais est-ce qu'il y a un nom aussi? Oui, quand on a des particules solides fines qui flottent dans un liquide sans s'y dissoudre, ça forme un mélange trouble, hétérogène. On appelle ça une suspension. Une suspension, comme l'eau boueuse. Exactement. Ou le jus d'orange avec pulpe, c'est une suspension de pulpe. Certains sirops de médicaments qu'il faut agiter avant usage, c'est parce que le principe actif est en suspension. Je vois. Mais cette dissolution, elle a des limites, non? J'ai le souvenir, gamin, d'avoir voulu faire de l'eau super sucrée, et à un moment, le sucre restait au fond. Il ne disparaissait plus. Ah, excellente remarque. C'est tout à fait vrai. On ne peut pas dissoudre n'importe quelle quantité de soluté dans un volume donné de solvant. Il y a une limite qu'on appelle la solubilité. La solubilité? Et si on dépasse cette limite, si on continue à ajouter du sel dans l'eau par exemple, le sel en excès ne va plus se dissoudre. Il va s'accumuler au fond du récipient. Et là, on dit quoi? On dit que la solution est saturée. Elle ne peut plus dissoudre de soluté supplémentaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, le mélange global, l'eau salée liquide plus le sel solide au fond, redevient hétérogène. Ah oui, tiens. On voit bien les deux parties, hein, le liquide et le solide. Exactement. On a la solution saturée et le soluté solide non dissous, donc hétérogène. C'est subtil, ça. Le mélange était homogène, puis il redevient hétérogène si on force trop? C'est une nuance importante. Et un autre point essentiel que le module souligne, c'est la masse. Imaginez, on pèse 100 grammes d'eau, très précisément, et 5 grammes de sel. Total avant mélange, 105 grammes. Logique. Maintenant, on verse le sel dans l'eau, on agite, tout se dissout, on obtient une belle solution homogène. Si on pèse cette solution, combien elle pèse, à votre avis? Intuitivement, on pourrait croire que ça pèse moins, vu que le sel a disparu. Mais je parie que non. Et vous avez raison de parier que non. La balance indiquera pile 105 grammes. Ah! C'est un principe fondamental. La masse se conserve lors d'un mélange ou d'une dissolution. Les molécules de sel sont toujours là, elles sont juste dispersées parmi les molécules d'eau. Rien ne se perd. La fameuse loi de Lavoisier, à rien ne se perd, rien ne se crée. Ça s'applique parfaitement ici pour la masse. Attention par contre, ce n'est pas forcément vrai pour le volume. Ah bon? Oui, le volume total de la solution n'est pas toujours exactement la somme des volumes du solvant et du soluté. Ça peut varier un peu à cause des interactions entre les molécules. Mais la masse, elle, est toujours conservée. D'accord, masse conservée, volume pas forcément. C'est noté. Bon, on a vu solide dans liquide, et si on mélange des liquides entre eux? Le module en parle aussi. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe si on mélange, disons, de l'eau et du sirop de grenadine? Ou alors le grand classique, eau et huile? Alors là, les résultats sont très différents. Et ça introduit un nouveau duo de mots, miscible et non miscible. Miscible.
non miscibles. Ok. Deux liquides sont miscibles s'ils peuvent se mélanger complètement pour former un mélange homogène. Après agitation, on ne distingue plus les deux liquides de départ. C'est le cas de l'eau et du sirop, de l'eau et de l'alcool, comme dans le vin ou la bière, de l'eau et du vinaigre. Le mélange final est parfaitement uniforme. D'accord. Donc miscible égale mélange homogène. Et l'eau et l'huile? Eh bien, l'eau et l'huile, c'est l'exemple type de liquide non miscible. Non miscible. Peu importe l'énergie qu'on met à les agiter, ils finissent toujours par se séparer en deux couches distinctes. Ils forment un mélange hétérogène. L'huile, qui est généralement moins dense, va flotter sur l'eau. La vinaigrette? Exactement ça. Faut toujours la secouer avant de servir. Voilà. La vinaigrette est un parfait exemple quotidien de liquide non miscible. L'huile et le vinaigre, qui est surtout de l'eau, ne veulent pas rester mélangés. Ça rend les choses très claires. Et cette non-miscibilité, elle vient des différences profondes dans la structure des molécules d'eau et d'huile, et des forces entre elles. En gros, elles préfèrent rester chacune de leur côté. Compris. Mais alors, j'ai une question qui me revient pour les mélanges homogènes, comme l'eau sucrée ou l'air ou notre sirop bien dilué. Si on sait qu'il y a plusieurs types de molécules différentes dedans, pourquoi est-ce qu'on ne voit absolument rien au cul? Pourquoi ça a l'air d'être une seule substance uniforme? C'est une excellente question. Et la réponse se trouve à l'échelle des molécules, à l'échelle microscopique. Ah, Dans une solution, donc un mélange homogène, les particules du solute, que ce soit des molécules de sucre, des ions de sel, des molécules d'alcool, sont dispersées individuellement, une par une en quelque sorte. individuellement. Et de manière parfaitement uniforme parmi les molécules du solvant. Imaginez une molécule de sucre, toute seule, perdue au milieu de millions de molécules d'eau, puis une autre un peu plus loin, etc. Ces particules individuelles sont incroyablement petites, bien trop petites pour que notre œil puisse les voir. Et comme elles sont réparties partout pareilles, eh bien l'ensemble nous paraît uniforme. Donc c'est d'une illusion d'uniformité due à la taille minuscule des particules et à leur dispersion parfaite. C'est exactement ça. À l'inverse, dans un mélange hétérogène, comme le sable dans l'eau, les particules restent groupées. On n'a pas des molécules de sable isolées, on a des grains de sable qui contiennent chacun des milliards de molécules de silice. Ces grains sont assez gros pour être vus. D'accord. Pareil pour l'eau et l'huile. On a des gouttelettes d'huile qui sont des amas de milliards de molécules d'huile visibles dans l'eau. Les schémas moléculaires montrent bien ça. Un corps pur, c'est un seul type de particules bien rangées ou agitées. Une solution, c'est différents types de particules individuelles bien mélangées. Une suspension ou un mélange non miscible, ça montre des paquets distincts de particules différents. Vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. Cette uniformité de la solution, c'est donc une question d'échelle. Tout à fait. Bon, avec tout ça en tête, revenons à Arthur et son poisson. Il a son sac avec l'eau et le poisson dedans. Il doit savoir si c'est de l'eau douce, qu'on peut voir comme un corps pur, H2O, ou de l'eau de mer, donc un mélange eau plus sel. Comment il fait sans la goûter? Eh bien, la solution découle directement de ce qu'on a dit sur l'eau minérale et l'évaporation. Ah, l'expérience de la coupelle. Exactement. C'est simple et efficace. Arthur voit juste prendre un tout petit peu d'eau du sac. Quelques gouttes suffisent. Il les met dans un récipient propre qui résiste à la chaleur. Une petite coupelle, le creux d'une cuillère en métal tenue au-dessus d'une flamme douce. Mais attention, avec précaution. D'accord. Et après, il chauffe. Oui, il chauffe doucement. Le but est de faire évaporer toute l'eau. L'eau va devenir vapeur et partir dans l'air. Il faut attendre que le récipient soit bien sec. Et une fois que c'est sec, il regarde. Il regarde attentivement le fond du récipient. Et là, il y a deux possibilités. Soit c'est propre, soit il y a un résidu. C'est ça. Première possibilité, le fond est parfaitement propre, aucune trace. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de soluté solide dissous dans l'eau, ou alors une quantité vraiment négligeable. C'était donc de l'eau douce. Ok. Deuxième possibilité. Il reste un dépôt solide, une poudre fine, des petits cristaux blancs. C'est la preuve qu'il y avait un soluté, du sel, très probablement dissous dans cette eau. C'était donc de l'eau salée. Un mélange. Malin. Simple mais efficace. On utilise la différence fondamentale. Le corps pur, l'eau, s'évapore sans rien laisser. Tandis que dans le mélange eau-salée, le solvant, l'eau, s'évapore, mais le soluté, le sel, reste. Arthur a sa réponse. Et sans avoir pris le risque de goûter une eau qui pouvait être sale ou impropre. La chimie au service des poissons rouges. Parfait. Alors, pour résumer un peu tout ce qu'on a exploré, qu'est-ce qu'on retient d'essentiel?
D'abord, la grande différence, corps pur, une seule sorte de molécule comme l'eau déminéralisée, contre mélange, plusieurs sortes, comme l'eau minérale ou l'air. Ensuite, que les mélanges peuvent avoir deux aspects. Hétérogènes, si on voit les différents composants, comme l'eau et le sable ou la vinaigrette, ou homogènes, si ça paraît uniforme, comme l'eau salée claire ou l'air. On a vu qu'un mélange homogène liquide est souvent une solution. Ça se forme par dissolution d'un soluté qui est soluble dans un solvant. Si le solide ne se dissout pas, il est insoluble et on peut avoir une suspension mélange hétérogène. Pour les liquides entre eux, s'ils font un mélange homogène, ils sont miscibles, eau et alcool. S'ils forment des couches séparées, hétérogènes, ils sont non miscibles, eau et huile. Et on a parlé de la saturation, quand le solvant ne peut plus dissoudre de soluté. Sans oublier le point super important, la masse se conserve toujours quand on fait un mélange ou une dissolution. La masse totale avant est égale à la masse totale après. C'est une bonne synthèse, oui. Mais il y a une dernière chose, une précision de langage qui me semble capitale, parce qu'on fait très souvent la confusion. Ah oui, laquelle? Il ne faut surtout pas confondre dissoudre et fondre. Ce n'est pas du tout la même chose. Dissoudre, fondre. Ah oui, effectivement. C'est quoi la différence exacte? La fusion, c'est un changement d'état physique. C'est quand un solide devient liquide à cause de la chaleur. Le glaçon fond dans le verre, il redevient de l'eau liquide. Le chocolat fond au soleil, c'est la substance elle-même qui change d'état. D'accord. Passage, solide, liquide. Voilà, la dissolution, on l'a vu, c'est quand une substance, le soluté, se disperse dans une autre, le solvant, pour former un mélange homogène, une solution. Quand on met du sucre dans son café chaud. Oui. Le sucre ne fond pas. Son point de fusion est beaucoup plus haut que la température du café. Il se dissout, c'est-à-dire que les molécules de sucre se séparent les unes des autres et vont se mélanger intimement aux molécules d'eau du café. C'est très clair maintenant. Le glaçon fond, le sucre se dissout. Fusion d'un côté, dissolution de l'autre. Merci, c'est une précision utile. Essentiel même pour bien comprendre ce qui se passe. Et pour finir, une petite question pour prolonger la réflexion de ceux qui nous écoutent, inspirée de la fin du module. On nous dit souvent d'utiliser de l'eau déminéralisée, notre corps pur, dans les fer à repasser à vapeur ou les humidificateurs, plutôt que l'eau du robinet qui est un mélange avec des minéraux dissous. Pourquoi cette recommandation ? Qu'est-ce qui pourrait bien arriver à la longue si on utilise un mélange, l'eau du robinet, là où un corps pur, l'eau déminéralisée, est conseillé? C'est une petite énigme pratique qui montre bien que ces concepts de chimie ont des applications très concrètes dans notre quotidien.